Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Les milieux politiques se préparent pour des séances de confiance décisives prévues demain et mercredi. Les contacts avec les blocs parlementaires se sont intensifiés pour mobiliser un soutien massif en faveur de la déclaration ministérielle. Près de 80 députés seraient prêts à accorder leur confiance au gouvernement qui se concentre sur 4 dossiers majeurs. La mise en œuvre de la résolution 1701, l'achèvement des élections municipales et parlementaires, la nomination du gouverneur de la Banque du Liban, étape clé pour la restructuration bancaire et la résolution de la question des dépôts, ainsi que le dossier de l'électricité. Une grande partie de l'aide destinée au Liban dépendra de l'avancement de ces dossiers. Le président de la République, Joseph Rohn, a affirmé que le français n'est pas seulement une langue, mais un espace culturel qui a fait de la langue une source de modernité, de dialogue et de valeurs. Il a tenu ses propos en présence d'une délégation d'ambassadeurs des pays francophones au Liban en visite au palais présidentiel de Baabda. Le président régional de l'Organisation internationale de la francophonie au Liban, Levon Amirjanian, a estimé que le Liban est une pierre angulaire de la francophonie et joue un rôle prépondérant dans l'éclat de la langue française. La francophonie fait partie intégrante de l'identité libanaise et notre rôle est de préserver, d'encourager et de développer cette identité. Plusieurs membres de la délégation ont pris la parole, soulignant que toute la famille francophone est aux côtés du Liban, indiquant qu'il fallait travailler à davantage d'activités pour souligner l'importance de la culture francophone dans l'identité libanaise. Les funérailles officielles de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hachem Safieddine, ont eu lieu dans son village natal de Der Kanoud el-Nahar. Des responsables du Hezbollah ont reçu les condoléances et la circulation a été interrompue pour faciliter le passage du cortège. Safieddine, successeur de Saïd Hassan Nasrallah, a été assassiné par une frappe israélienne le 3 octobre dernier. Il a été honoré hier, ainsi que Nasrallah, lors d'une cérémonie populaire organisée à la cité sportive Kamil Shamroun à Beyrouth. Le Liban et le bassin oriental de la Méditerranée ont été frappés par la dépression d'air polaire baptisée Adam, entraînant une chute significative des températures. Les montagnes et les côtes se sont parées d'un manteau blanc. La neige a atteint les 400 mètres d'altitude, principalement dans le nord, avec une vague de gel qui persistera jusqu'à demain mardi. La tempête Adam qui a sévi sur plusieurs régions libanaises a atteint son apogée dans la matinée. Elle se caractérise par des vents extrêmement violents et des précipitations abondantes. Les températures ont chuté à des niveaux records. La neige tombée en abondance a touché les côtes, bloquant les routes à partir de 500 mètres d'altitude et isolant certains villages puisque son épaisseur a atteint 30 cm sur les routes de montagne. En effet, la neige a recouvert la plupart des zones montagneuses, certaines régions centrales et côtières, dans un contexte de baisse significative des températures, ce qui a provoqué la formation de glace. Ces conditions exceptionnelles ont perturbé les déplacements sur les axes routiers et ont coupé les routes principales et secondaires à une altitude de 800 mètres. Des glissements de terrain ont également été signalés, les établissements scolaires ont fermé leurs portes, des pannes de courant généralisées affectent certains secteurs. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa vive inquiétude devant le Conseil des droits de l'homme à Genève sur la situation en Cisjordanie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré être gravement préoccupé par l'escalade des violences en Cisjordanie et les appels à l'annexion dans les régions occupées par Israël. Il a notamment pointé du doigt l'expulsion de dizaines de milliers de Palestiniens des 3 camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie dans le cadre de l'opération Mur de Fer lancée le 21 janvier. Pour la première fois depuis 2005, des chars ont été déployés à Jénine.
Ces événements interviennent dans un contexte de tension exacerbée depuis le début de la guerre de Gaza, déclenchée après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Guterres a appelé à préserver le cessez-le-feu fragile en place à Gaza et à progresser vers une solution à 2 États afin d'éviter une reprise des hostilités. Antonio Guterres a enfin dénoncé ce qui asphyxie les droits humains. Ce soir à Kiev, plusieurs dirigeants étrangers ont convergé pour un sommet marquant 3 ans de résistance face à l'invasion russe. Le président Zelensky a salué sur les réseaux sociaux 3 ans de résistance et l'héroïsme absolu des Ukrainiens. Face à la menace russe et au revirement de la politique américaine, l'Europe, fragilisée, se mobilise. De nombreux dirigeants sont arrivés à Kiev pour marquer cet anniversaire de 3 ans de guerre et réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Par ailleurs, Emmanuel Macron, reçu à Washington par Donald Trump, doit présenter des propositions d'action pour contrer la menace russe et garantir une paix durable sans dictat pour Kiev. Un sommet européen spécial est prévu pour le 6 mars, tandis que Bruxelles annonce un 16e train de sanctions contre la Russie. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans cette lutte pour la survie, ce n'est pas seulement le destin de l'Ukraine qui est en jeu, mais celui de l'Europe. Au total, 13 dirigeants, rejoints par 24 intervenants en visioconférence, participeront à cette réunion, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En contrepartie, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, lors d'un déplacement à Ankara en Turquie, a prévenu que la Russie ne cessera les combats en Ukraine que lorsqu'elle aura obtenu ce qu'elle veut des négociations sur la fin de la guerre que les présidents russes et américains ont unilatéralement initiée. Moscou réclame de facto une reddition de l'armée ukrainienne, que Kiev lui cède 5 régions entièrement ou partiellement occupées, sans renoncement à rejoindre l'OTAN et la mise en place de nouvelles autorités. L'Allemagne se retrouve à la croisée des chemins. Lors des récentes élections législatives, les conservateurs ont remporté une victoire décisive, tandis que l'extrême droite enregistre un score historique qui bouscule l'ordre établi. Le scrutin voit le bloc des démocrates chrétiens mené par Friedrich Merz rafler 28,6% des suffrages. Un résultat qui contraste fortement avec celui du Parti social-démocrate d'Olaf Scholz, qui n'obtient que 16,4%. Mais la surprise du soir, c'est la montée en puissance de l'extrême droite. Le parti Alternative pour l'Allemagne, porté par Alice Weidel, atteint un nouveau record avec 20,8% des voix. Friedrich Merz annonce déjà son intention de changer le cap. Il aspire à libérer l'Europe de sa dépendance à l'égard de Washington en envisageant la création d'une capacité de défense européenne autonome. Un virage géopolitique majeur qui pourrait redéfinir les alliances traditionnelles. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Donald Trump a salué cette victoire, tandis que le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont exprimé leur confiance en un avenir européen renforcé et autonome. Pour l'heure, le nouveau leader conservateur devra composer avec un paysage politique fragmenté. Merz compte se tourner vers les sociodémocrates malgré leurs résultats décevants pour former une coalition. En note finale, nous soulignons la lutte contre la désinformation promue par le ministère de l'Information. La lutte contre la désinformation est un enjeu majeur pour les gouvernements, les médias et les citoyens. Fake news, manipulation numérique, deepfakes, les outils de propagande se multiplient et menacent la confiance de l'information. Le ministre de l'Information, les organisations partenaires et les journalistes s'organisent pour contrer ce fléau. L'importance de cette formation, évidemment, vous voyez dans le monde qui change, et surtout avec l'arrivée de Donald Trump, c'est vraiment la foire aux informations qui sont fausses. Donc nous devons combattre cette désinformation par tous les moyens. La formation fact-checking donne des outils aux journalistes pour s'assurer de la véracité des informations et démasquer les nouvelles qui sont fausses. Donc, vu la réputation de l'AFP, la confiance des gens en cette agence, elle a décidé de lancer cette lutte contre la désinformation par des moyens techniques. Parce que c'est très important pour les employés et les fonctionnaires de bien détecter les informations et les partager et les faire différemment et les traiter différemment
de ce qui est la désinformation en général. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de renforcer les capacités humaines au sein du ministère de l'information. Et aussi, on a beaucoup parlé à propos de Télé-Liban pour aussi amener cette contribution et ce support-là à la télé. Comme vous le savez, la désinformation, c'est un fléau qui affecte nos sociétés, qui menace le bien-être des populations, les droits de l'homme, la cohésion sociale, la diversité culturelle. Donc la lutte contre la désinformation, c'est une priorité pour l'OIF. Cette formation, c'est une formation intensive. Les participants, des journalistes, se sont penchés sur les outils et les techniques pour contrer la désinformation qui est devenue un fléau mondial. Donc on a parlé d'outils, d'investigation numérique, de techniques. On a fait beaucoup d'exercices parce que le côté pratique dans une formation pareille est très essentiel. Cette cérémonie au ministère de l'Information souligne l'importance de la formation contre la désinformation. Mais ces attestations suffiront-elles à combattre le flot de fausses nouvelles? Bilal Chouman, Joël Sfer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.